Aujourd'hui, on va parler un petit peu du sujet gestion du changement comme clé pour transformer son entreprise avec succès. Et avant même de passer au vif du sujet, je vous présente vos interlocutrices pour la présentation. Donc, moi-même, Amanda Vandelay, consultante au sein de Pixfor sur tous les sujets un peu d'amélioration de performance, dont notamment la partie gestion des processus et de risques. Donc, je passe aussi la parole, je suis accompagnée par Annabelle, à qui, du coup, je Bonjour. passe la parole pour la présentation. Oui, merci Amanda. Donc moi, je suis Annabelle Fietrouni et je suis consultante en organisation et amélioration continue. Et au travers de la société Capexela que j'ai créée il y a quelques années, j'accompagne des entreprises, quel que soit le secteur d'activité ou la taille d'entreprise, sur la partie conduite du changement dans le cadre de projets de transformation, de projets stratégiques. Voilà, ayant été pendant plusieurs années consultante, chef de projet, pardon, organisation ou transformation. C'est un volet que je connais particulièrement bien et auquel j'attache beaucoup d'importance, et notamment pour vraiment arriver à un succès au niveau des projets. Voilà. Et donc tout secteur confondu, l'industrie, les services, assurances. Et je suis basée en Savoie, en France. Super, merci beaucoup, Annabelle. On va pouvoir donc présenter un petit peu qu'est-ce qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, on va commencer par la définition de la gestion du changement. Comme on s'était dit, c'est un sujet un peu assez vaste parce que le changement, c'est une chose un peu atemporelle. Les changements, on gère ça depuis notre existence, début de notre existence. Donc, on va parler plutôt, bien sûr, pour le contexte organisationnel. On va parler de la mise en place de la gestion du changement. Est-ce qu'il y a une méthode adaptée? Est-ce qu'il y a des étapes qu'on vous recommande par rapport à nous, nos expériences? Euh, on va aussi parler des bénéfices pour l'organisation. Pourquoi c'est bien de s'impliquer? Pourquoi c'est bien de faire des projets de gestion de changement? Et enfin, on termine avec les astuces pour un changement pérenne. Donc, qu'est-ce que nous, on pourrait en tout cas vous conseiller pour bien mettre en place ce type de projet? Donc, commençons par la base, la définition de la gestion du changement. Donc, déjà, comme la phrase d'Héraclite exposée sur la slide le montre, le changement est la seule constante dans la vie. Et je me permets de rajouter personnellement et professionnellement. Donc, on est tout le temps en train de changer nos habitudes, les modes de consommation, les technologies, les mises en place des outils de notre vie. Et comme tout changement, cela engendre des impacts qui sont parfois non négligeables sur nous-mêmes ou sur les environnements qui nous entourent. Et donc, la gestion du changement, elle vient développer, apporter une méthode justement pour aider les organisations à bien gérer ces changements de façon pérenne, c'est-à-dire en essayant de minimiser la résistance des personnes et en maximisant l'adhésion des employés. Donc, en tout cas, c'est avec ce but que la gestion est faite dans le sens organisationnel. Nous verrons un peu plus tard dans les prochaines slides sur la méthode que nous utilisons et nous recommandons aussi. Mais un petit spoiler déjà pour vous donner une idée, ça implique forcément de la planification, comme un projet, comme tout type de projet. Ça implique la communication avec les parties prenantes et aussi de la formation en cas de besoin. Okay, donc, c'est essentiellement, effectivement, la préparation des équipes à un changement qui va prendre place et qui va un peu, des fois, bousculer leurs habitudes de travail. Du coup, passons au contexte. Dans quel type de projet, effectivement, on peut mettre en place une gestion de changement? Alors, on a différents contextes, en effet. Le développement d'une nouvelle activité, l'entreprise souhaite se diversifier. Donc là, il va falloir adapter forcément l'organisation interne à l'arrivée de cette nouvelle activité, de nouveaux clients, une nouvelle production. Voilà, donc c'est vraiment un premier contexte déjà dans lequel la conduite du changement
doit apporter, doit favoriser cette arrivée de nouvelles activités. Au même titre que l'internalisation, l'externalisation, c'est vraiment des projets stratégiques, des activités stratégiques qui sont impactées et de fait, l'organisation, les circuits d'information en sont modifiés et il est important d'identifier ces changements à venir pour pouvoir les gérer au mieux et les faire appréhender et accepter le plus vite possible par les salariés, par l'ensemble des salariés. La mise en place d'un outil de gestion également, hein, que ce soit un outil de gestion intégré ou un CRM ou une GED, un outil informatique quel qu'il soit, va aussi modifier les pratiques et les habitudes des utilisateurs. La conduite du changement s'impose également dans ce cas-là. En cas de fusion, d'acquisition d'entreprise et en effet, de nouvelles équipes, une nouvelle culture arrive dans l'entreprise. Plusieurs cultures vont devoir cohabiter ensemble, des pratiques vont être à harmoniser, des circuits d'information vont être à réguler et à harmoniser également, à standardiser aussi. De nouveaux standards seront à trouver. Et puis enfin, dans le cas d'une restructuration organisationnelle, en effet, quelle qu'elle soit, on change de principe de management, de responsabilité, on veut faire évoluer les périmètres de chacun. Il est important d'impliquer évidemment les collaborateurs et surtout de pouvoir préparer cette nouvelle organisation pour qu'elle soit la plus efficace possible, le plus rapidement possible. Donc c'est vraiment de minimiser les perturbations et de maximiser les synergies. On va pouvoir passer à la suite, qui est vraiment la mise en place de la gestion du changement. Donc, un peu de la méthodologie. Voilà, donc on va retrouver 3 phases, 3 phases principales pour conduire un changement efficace. On a une phase de préparation, une phase de changement, une phase de stabilisation. Donc on va essayer de préciser un petit peu ces 3 étapes, ces 3 phases qui sont très importantes toutes les 3. Et cette première phase de préparation va s'initier en général. Alors, comme on le disait tout à l'heure, ou comme j'ai pu le dire tout à l'heure, la conduite du changement va se mener en parallèle ou va être liée à un projet de transformation, un projet stratégique en tout cas dans l'entreprise. Et il est important que cette conduite du changement soit initiée dès le début du projet. Et en général, dès la phase du cadrage de projet, on peut commencer à initier le changement parce que dans cette phase de cadrage, on va préparer justement la conduite du changement dans le sens où on va identifier de manière macro les parties prenantes, la nature, le périmètre du changement, pourquoi on fait ce changement, pourquoi cette transformation, pourquoi elle est nécessaire, pourquoi maintenant, à qui est-ce qu'elle va bénéficier, qu'est-ce qu'on attend comme gain. Donc là, on commence, quand on est dans la phase de cadrage, et c'est une phase importante d'un projet, on commence à définir l'argumentaire, un argumentaire concret, et c'est cet argumentaire-là qu'on va utiliser pour la conduite du changement et embarquer, commencer à préparer les équipes, les parties prenantes, commencer à les impliquer dans le projet. Donc c'est vraiment une phase, la phase de préparation est très importante. Bon, elles sont toutes les 3 importantes, mais mais voilà. C'est Cette clair. phase-là, en tout cas, voilà, c'est vraiment lié à cette phase de cadrage. Et si je peux donner quelques exemples d'un argumentaire ou en tout cas d'éléments d'argumentaire qui peuvent s'identifier dans la phase de cadrage d'un projet, c'est les enjeux du projet. Voilà. Pourquoi on va mener ce projet-là? Je donne l'exemple justement, dans le cadre j'accompagne une entreprise industrielle dans le cadre d'un changement de RP, d'outils de gestion. Et là, il était important d'identifier chaque enjeu, les enjeux stratégiques, les gains pour les salariés. Quel type d'enjeux? On peut avoir des enjeux managériaux. On va fluidifier les échanges d'informations entre les métiers, par exemple. C'est
responsabiliser les métiers sur leur périmètre d'intervention. Ça, c'est des enjeux qui doivent être identifiés et communiqués. Des enjeux de pilotage de performance, par exemple, des gains de temps sur des activités de gestion quotidienne, de la fiabilisation de données, de reporting d'activités. Voilà, c'est ce genre d'informations qui vont permettre d'argumenter et d'initier, d'alimenter en tout cas, oui, l'argumentaire de la conduite du changement. En phase de... Alors, juste, on peut revenir sur la phase précédente. Je vais passer rapidement quand même, mais on reste sur cette slide. Sur la phase de changement, le changer, on reviendra un peu plus, on fera le focus juste après. Mais là, c'est vraiment le changement à proprement parler. Quel est l'existant? Quelle sera la cible? Comment on passe de l'un à l'autre concrètement? On définit un plan de conduite du changement. Voilà, là, on va rentrer vraiment dans la phase changer. C'est la phase de concrétisation. Et puis, le stabiliser, eh bien, il est important de s'assurer que le changement, ou en tout cas les nouvelles pratiques qu'on a pu mettre en place dans le cadre de ce changement, soient pérennes et répondent vraiment à la réalité des opérations et de ce qui est attendu et des besoins. Et alors, ça peut être de différents ordres, hein, on met à disposition un service d'experts pour pouvoir accompagner pendant un laps de temps, pendant 2 mois, 3 mois, 6 mois peut-être, le démarrage ou la nouvelle mise en place, la nouvelle organisation mise en place. Donc voilà, ça peut être une cellule dédiée en support. Ponctuellement. Et puis, c'est aussi de la documentation qui sera mise à disposition. On va interroger les personnes aussi pour s'assurer que ce qui est en place aujourd'hui réponde bien à aux objectifs, tout simplement, hein, que les personnes aient vraiment ce dont elles ont besoin pour assurer leur mission, leur nouvelle mission et atteindre leurs objectifs. Voilà. Donc, on peut faire le focus maintenant sur le changement, enfin la phase changer, où il est important, dans un premier temps, de comprendre d'où on part. À partir de quoi on va changer, on part de quoi? Donc, on fait l'état des lieux, des processus existants. Alors, je vais beaucoup parler processus parce que moi, je travaille beaucoup par les processus, donc j'ai une vision très process et l'analyse de l'existant est exhaustive. Vraiment, on peut faire une analyse, un état des lieux très exhaustif par le biais d'une analyse des processus. On regarde également donc le processus, hein, qui fait quoi, comment, avec quoi, quelles sont les règles métiers, quelles sont les règles de gestion qui s'appliquent. Dans quel cas on fait tel type de tâche, si c'est un autre cas, on fait un autre type de tâche. C'est vraiment d'identifier toutes ces règles-là parce qu'on a besoin de vérifier que le changement ne va pas impacter ces règles. Ou si le changement impacte ces règles, dans ce cas-là, il faut trouver de nouvelles règles et définir de nouvelles règles. Voilà. Ensuite, on va travailler sur la cible. Comment est-ce qu'on veut travailler avec, si on prend l'exemple d'un nouvel outil, l'outil propose des fonctionnalités, c'est très bien, mais il faut maintenant les adapter à l'organisation et la manière dont on veut utiliser ces fonctionnalités. Donc, c'est important de définir les processus en tenant compte de ces nouvelles fonctionnalités, d'une nouvelle organisation, ça peut impacter l'organisation également. Donc, définir comment on veut travailler demain avec ce nouvel outil, comment on va travailler demain avec une nouvelle activité qu'on va internaliser, par exemple, ou une nouvelle équipe qu'on va intégrer dans l'entreprise. Une fois qu'on a fait ces deux choses, l'état des lieux, la cible, on va analyser les impacts pour passer de l'existant à la cible. Quels sont les écarts?
et comment on va passer de l'un à l'autre. Et là, on a un outil à disposition, en tout cas moi c'est un outil que j'utilise systématiquement, c'est l'outil OMOC, OMOC, qui permet de se questionner sur le volet organisation, métier, outils, culture, OMOC. Voilà. Et on va détailler, alors il y a plusieurs questions qui sont posées dans cette grille, hein, dans cette grille d'évaluation. Par exemple, pour l'organisation, la structure, on va se poser la question de la répartition des tâches. Est-ce qu'elle évolue? Est-ce qu'il y a une suppression ou une création de métiers? D'un point de vue fonctionnement, on va se poser la question du est-ce que le rythme de travail sera impacté? Est-ce que le système d'évaluation de la performance va évoluer? C'est toute une liste de questions qu'on va se poser et pour lesquelles on va évaluer l'évolution de 1 à 5. Et c'est ce qui va nous permettre déjà d'avoir une vision globale de l'ampleur du chantier à mener. Voilà. Donc forcément, plus on se rapproche de 5 et plus le changement est important. Donc, il faudra vraiment travailler sur le sujet management, le sujet outils, le sujet critères de performance, le sujet compétences, par exemple aussi, il y a aussi la partie compétences, comportement. Voilà, c'est un outil très complet qui permet d'analyser les impacts. Et puis, on va exprimer aussi, dans le cadre de l'analyse d'impact, on va exprimer les écarts par processus pour chaque type de population impactée. On a identifié, dans le cadre de la préparation, dans la phase de cadrage du projet, on a identifié les différentes parties prenantes. On sait qui va donc interagir et qui sera impacté par ce projet, par le changement. Selon le métier, selon le service, de quelle manière et à quel niveau d'impact il va y avoir pour chacun des services, pour chacun des métiers. Tout le monde ne sera pas impacté de la même manière, ce qui veut dire qu'il ne faudra pas conduire le changement de la même manière selon les métiers, selon les services. Voilà, donc c'est vraiment aussi important d'identifier ce volet population impactée. Je continue, Amanda, il n'y a pas de questions particulières. Je continue Pour l'instant, mon on déroulé. continue. Ouais, Ok. pas de souci. J'en profite juste, profitant justement de cette pause, pour dire à tout le monde, pour rappeler du coup que vous avez le module questions-réponses pour nous poser des questions en cours de route, mais aussi le chat. Attention juste au chat, parce que quand vous écrivez un message, vous pouvez choisir d'adresser à tout le monde ou juste à nous. Donc, si vous pouvez adresser à tout le monde, c'est bien, comme ça on partage tous un peu peut-être les mêmes questions ou les mêmes points. OK? Allez, c'est parti, Annabelle, je te laisse Donc, la je parole. continue, merci. Voilà, une fois les impacts identifiés et analysés, on va définir un plan de conduite du changement. C'est un plan d'action, hein, tout simplement, qui sera important ou pas. La liste pourra être très longue des actions et donc ce sera important de peut-être de lotir comme on le fait dans un projet, d'identifier différents chantiers, peut-être un chantier organisation, un chantier compétences, un chantier culture, un chantier fonctionnement ou relationnel. Voilà, ce sera d'identifier selon ce qu'on aura pu évaluer au préalable dans l'analyse, là où le besoin est le plus important, on va vraiment identifier un chantier à part entière. Donc, on construit le plan de conduite du changement et puis, alors l'idée, c'est bien sûr par chantier d'attribuer un responsable, hein, de responsabiliser quelqu'un du projet sur ce chantier conduite du changement. Et puis après, on va le mener, ce plan d'action, ce plan de conduite du changement, on va le déployer de la même manière qu'on va déployer un projet finalement. On planifie, on va piloter, on peut se mettre en place des indicateurs de suivi au même titre que le suivi du projet et on va coordonner, on va animer un groupe de conduite du changement pour vraiment faire vivre aussi ce plan, parce qu'il n'est pas figé, s'il est défini d'une certaine manière au début du projet,
il évoluera tout au long du projet et ça, il ne faut pas se l'interdire du tout, bien au contraire, parce que le projet lui-même évolue. Il y a des aléas, il y a des revirements de situation, donc il faut que le plan de conduite du changement s'adapte. Voilà et donc d'où l'importance qu'il y ait vraiment quelqu'un qui pilote, ce plan de manière globale, pour pouvoir l'ajuster au plus près de l'avancement du projet. Je te laisse, Euh, j'en continuer. profite du coup pour dire, ouais, j'aurais gardé les questions, Ouais. excusez-moi. Mmh. Alors du coup, effectivement, on a la question pour confirmer le nom de l'outil. Donc, c'est bien OMOC, le nom de l'outil. J'en profite pour dire à tout le monde, Mmh. mais j'ai répondu aussi en privé à la personne. L'outil d'aide en analyse d'impact de la conduite du changement selon les 4 axes, du coup, comme expliqué par Annabelle. Mmh. Donc, si vous souhaitez, vous pouvez les chercher un peu en ligne, voir si ça peut vous aider. Eh ben, très bien. Eh ben, avec cette méthodologie, passons aux bénéfices pour l'organisation. Donc, déjà, on a compris la définition de la gestion du changement. On a parlé aussi d'une méthode qu'on vous recommande pour la mise en place de ce type de projet. Maintenant, pourquoi finalement il est bien de le faire, ce type de projet? Pourquoi se casser la tête à passer par toutes ces étapes que nous a expliqué très bien Annabelle? Pourquoi en fait? Alors, on vous a quand même regroupé 6 choses, mais sachez qu'il y a plus. Il y a plus de bénéfices toujours. Mais bon, on a essayé d'être synthétique et on va les expliquer un petit peu. Donc déjà, la première chose, c'est pouvoir s'adapter aux nouveaux défis. Donc, comme on s'est dit au tout début, la seule constante de la vie, c'est le changement. Donc, nous, en tant qu'organisation, on est en train de changer tout le temps avec les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, les changements réglementaires, les modes de consommation de nos clients, la concurrence. Ça fait que la gestion du changement, elle vient essayer de minimiser les perturbations dans une organisation et maximiser les opportunités pour cette organisation parce qu'elle permet de s'adapter de façon agile, de façon rapide. Et quand je dis s'adapter, ce n'est pas que nos activités, mais surtout les personnes qui font les activités, qui est des fois justement le blocage qu'on a au niveau d'un changement. Deuxième point, l'amélioration de la productivité et l'efficacité. Donc, quand on gère le changement de manière proactive, c'est-à-dire vraiment on mène ce projet parce qu'on veut voir, on veut optimiser nos processus et améliorer l'efficacité, et ben, ça inclut ça apporte, excusez-moi, une amélioration forcément de notre productivité par l'automatisation de certaines tâches, l'adoption de nouvelles méthodes de travail, peut-être plus efficaces avec le changement qu'on fait, l'élimination surtout des obstacles qui peuvent mettre en péril justement les performances. Donc, ça nous permet, in fine, d'améliorer notre productivité, notre performance. Si on parle de renforcer maintenant l'engagement des collaborateurs, donc des employés, ben ça, c'est clé, en tout cas, c'est un des points clés pour moi de la conduite du changement, c'est impliquer les employés dans le processus de changement en les informant, en les formant et en les appliquant activement. Ces 3 points que je viens de dire, ça favorise l'engagement et l'adhésion des personnes aux objectifs et au processus et à la stratégie de la société. Sachant qu'une société, une organisation, elle a besoin de ses collaborateurs pour vivre, pour créer des choses, pour développer ses activités. Et donc, le plus on arrive à engager nos collaborateurs, le mieux c'est pour les adhérer à notre cause, à notre stratégie. Donc, il est vraiment important de fédérer, en tout cas de faire participer les employés à ce changement pour qu'ils se sentent dedans et pour que l'impact soit moindre sur leurs activités. Ensuite, si on bascule au côté à la colonne droite, du coup, on parle un peu d'innovation et de créativité. La gestion du changement, elle vient encourager l'innovation parce qu'elle incite les employés à proposer des nouvelles idées et approches pour faire face aux défis. C'est comme disait Annabelle, on a un plan de changement, de conduite de changement qui est créé. Ce plan, il est flexible, c'est-à-dire qu'il peut s'adapter. Et justement, pour l'adapter, on prend beaucoup en compte les avis des personnes, l'expérimentation, les opinions, voilà, les enjeux de chaque métier. Et donc, c'est justement pour pouvoir ouvrir un peu le domaine, permettre aux gens de se manifester, de proposer de nouvelles choses dans un environnement plutôt créatif. Le tout, c'est qu'on arrive à mettre en place des actions qui fonctionnent et qui engagent les collaborateurs.
Ensuite, passons sur l'anticipation des tendances du marché. Donc déjà, si on se tient un peu au courant des tendances émergentes du marché et qu'on est prêt à s'adapter, l'organisation, avec la conduite du changement, reste compétitive. C'est un peu une conséquence de pouvoir s'adapter facilement aux défis. Parce que plus rapidement elle arrive à adapter ses pratiques, ses processus et engager les collaborateurs, plus rapidement elle anticipe les tendances du marché en mettant en place des nouvelles choses, créant de nouveaux processus, en créant une nouvelle activité, par exemple. Et pour conclure, mais comme je disais, c'est pas que ça, mais on va dire pour notre slide, on va réduire à ce dernier point, c'est la réduction des coûts et des risques. Donc, vous doutez bien que quand on planifie et on gère le changement, parce que, comme Annabelle a bien expliqué, la phase de changement, elle vient après une planification déjà faite. Et quand on le fait de façon proactive, on minimise aussi nos risques. Là, on a beaucoup parlé de profiter des tendances du marché, mais il faut aussi penser côté impact négatif, c'est-à-dire un risque pour l'organisation, associés par exemple aux perturbations opérationnelles qui peuvent se produire. Donc, la gestion efficace du changement permet de limiter les erreurs, permet de limiter des retards d'opération, des dépenses inutiles, des conflits potentiels. Des fois, elle réduit même le turnover des organisations en fonction, bien sûr, de la situation de chaque organisation ou du secteur d'activité en question. En résumé de tout ce qu'on a dit, et je suis sûre que vous pouvez trouver vous-même aussi d'autres points avantageux pour la gestion du changement, sachez que, in fine, ce qu'elle nous apporte, cette gestion, c'est la flexibilité, c'est la capacité de s'adapter rapidement, d'améliorer sa performance et favoriser l'innovation de l'organisation. Donc, c'est ce qu'on recherche en tout cas avec un changement pérenne dans l'organisation. Pour conclure, on va parler donc des astuces pour un changement pérenne avec quelques points clés. Nos 8 conseils qu'on a répertoriés ensemble avec Annabelle pour vous aider un peu sur justement la mise en place du changement pérenne. Oui, ce qui est important de retenir, hein, c'est vrai que bon, alors 8, ça commence à faire une petite liste de points, hein, c'est pas quelques-uns, mais voilà, oui, beaucoup de choses sont importantes. Il faut néanmoins faire un choix. Un point vraiment sur lequel déjà j'ai insisté auparavant, c'est la phase de cadrage du projet. Pour moi, un projet réussira si la conduite du changement est menée correctement et efficacement, et ça passe forcément par une phase de cadrage en tant que telle et avec vraiment des ressources mises à disposition pour effectuer cette phase de cadrage. Il ne faut pas rentrer de but en blanc dans le projet et vouloir absolument tout de suite réorganiser ou mettre en place le nouvel outil. D'abord, qu'est-ce qu'on veut embarquer dans l'outil ou qu'est-ce qu'on veut que la nouvelle organisation fasse? Il faut vraiment poser le périmètre, identifier toutes les parties prenantes. Cette phase de cadrage est vraiment la plus importante et c'est elle qui va initier la conduite du changement. Donc, bien identifier les parties prenantes, bien entendu, les besoins et les risques, Amanda l'a évoqué. Une vision claire et inspirante, il faut être clair dans son discours, d'où l'importance de bien identifier les enjeux, les bénéfices pour chacune des parties prenantes, qu'est-ce que chacun a à gagner de cette nouvelle organisation, de ce changement qui est en cours. Et encore une fois, comme un commercial qui veut vendre son produit, il a un argumentaire à développer, et c'est déjà un terme que j'employais tout à l'heure. On a besoin d'un argumentaire pour embarquer les équipes et commencer à conduire le changement. On a besoin d'avoir ces éléments de bénéfices, d'avantages. Après, on doit être clair aussi sur les risques. Il y a des risques, il y a des inconvénients, très certainement aussi. Il faut être clair là-dessus, mais on en a conscience. On le sait, on les a identifiés, donc c'est rassurant. C'est vraiment l'idée, hein. Dans la conduite du changement, on doit rassurer les personnes. Les impliquer, les engager.
tout au long du projet, donc en communiquant, mais aussi en les impliquant dans les travaux. Il faut identifier des personnes clés, il faut identifier selon l'ampleur du projet, la taille de l'entreprise. On peut imaginer aussi des ambassadeurs qui soient partie prenante de plus ou moins impliqués dans les ateliers de travail, mais en tout cas qui puissent diffuser une communication positive et réaliste du projet, de l'avancement du projet, à chacun des salariés, voilà, qui sera impacté par le changement. Donc, je me permets de renforcer ce point. Il est très important, ce qu'il dit Annabelle, c'est que on n'a pas tous vocation à participer de la même façon à un projet de changement, déjà. Ça dépend, bien sûr, des envies des personnes. Ça dépend si elles ont, on va dire, la disponibilité, bien sûr, aussi, de porter ce type de projet, parce que ça vient avec certaines responsabilités. Passer le message aux collaborateurs, être engagé, suivre le process, peut-être même avoir des actions précises du type former les collaborateurs. Donc, c'est vraiment chacun à son niveau. Mais il y a toujours, bien sûr, des personnes un peu clés tout le long qui suivent ce projet avec plus d'attention et plus de temps disponible. Oui, et c'est vrai que merci pour cette précision, Amanda. Je l'ai peut-être pas suffisamment évoqué tout à l'heure dans le plan de conduite du changement, mais forcément, ça va se traduire aussi, les actions vont se traduire par de la formation, de la communication, de la mise à niveau en termes de compétences, de la sensibilisation. Voilà, donc ce volet formation et communication est bien entendu incluse dans la conduite du changement, mais la conduite du changement ne se résume pas à la formation et à la communication. Voilà, c'est important aussi de le rappeler. Donc ensuite, il est important également d'établir les objectifs, des étapes intermédiaires, ce qu'on peut appeler des quick wins par exemple, ce qu'on va appeler quick wins en gestion de projet, et de célébrer justement ces réussites. On a avancé, on a franchi un jalon du projet, on a passé une étape, eh bien on va féliciter, on va célébrer le succès avec les équipes qui ont travaillé déjà sur cette première étape. C'est vraiment un encouragement. On a réussi à franchir ce cap. Maintenant, on continue d'avancer et voilà, tout ça pour, encore une fois, conserver l'implication, l'engagement, reconnaître la contribution de chacun. Donc, pareil, ce point, désolée Annabelle de te couper, vous voyez qu'en fait, c'est tout ce qu'on veut dire par ce webinaire, c'est que l'humain, il est au cœur du changement. S'il n'y a pas l'humain engagé, il n'y a pas un vrai changement parce qu'ils peuvent ne pas s'adapter. Donc, on a vraiment besoin de l'humain au cœur. On a besoin qu'il soit dedans. On a besoin qu'il soit impliqué et engagé. Et la meilleure façon de le faire, c'est de savoir pas que pointer les erreurs, parce que ça, on le sait souvent, hein. On le fait souvent malheureusement dans des organisations, ça existe beaucoup. Il faut aussi savoir reconnaître les bons points, les victoires, les étapes franchies, les succès. Ça motive les gens, ça donne envie. Et même si c'est des petites étapes, petit à petit, on va engager les gens, on va les motiver. Ça, c'est vraiment un des points pour moi les plus importants pour un bon changement. Annabelle. Il est essentiel aussi de rester à l'écoute tout au long du projet, sur le terrain, alors vis-à-vis des parties prenantes, mais aussi sur le terrain, pour identifier les éventuelles résistances ou les obstacles qu'il peut y avoir à ce projet de changement, quel qu'il soit, hein. Donc d'être à l'écoute et de capter si une résistance commence à venir de la part de quelqu'un, d'un métier. Alors ça peut être d'une personne en particulier, mais ça peut aussi être d'un métier qui est soucieux, qui comprend pas pourquoi on change la façon de faire, ou enfin bref, qui en voit pas l'avantage de ce changement-là. Donc ça, c'est important de pouvoir le capter le plus tôt possible pour pouvoir répondre à ça, à répondre à cette résistance précisément. Donc là encore, c'est un travail d'argumentaire, de recherche des bons mots,
peut-être d'impliquer un peu plus ces personnes-là. Voilà, donc ça implique d'être flexible et agile tout au long du projet. Il est important aussi que lorsqu'on pilote la conduite du changement, on reste neutre, objectif et factuel. On se base pas sur des bruits de couloir, par exemple. Voilà, on doit être factuel dans les propositions qu'on peut faire dans le cadre de la conduite du changement, des solutions qu'on peut apporter. On a des solutions, on va voir les antagonistes, les protagonistes. On se fait une idée vraiment la plus objective possible pour pouvoir faire prendre des décisions aussi les plus objectives possibles. On évalue l'impact du changement tout au long du projet de manière continue et même après. Donc ça, au long du projet, je l'ai évoqué déjà avant, mais même après, dans le cadre de la stabilisation, pour s'assurer que le changement est bien en train d'opérer, que la mayonnaise prend, comme on dit, et que est-ce qu'il y a des ajustements à faire ou pas. Voilà, donc il faut vraiment évaluer et être à l'écoute tout au long du projet et même après, quelques temps après. Et favoriser enfin une culture d'apprentissage, permettre aux personnes, aux collaborateurs, aux salariés de monter en compétences, d'apprendre encore et encore. Tout ça en les impliquant, encore une fois, hein, en étant vraiment, en les impliquant directement dans les travaux du projet. Complètement. Alors, pour ceux qui sont dans le domaine un peu d'amélioration continue, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, comme par exemple le PDCA, mais clairement, c'est justement l'amélioration continue, cette boucle un peu itérative où on va toujours Mmh. évaluer l'impact en cours de route, changer des actions qu'on avait prévues initialement parce qu'elles ne marchent pas. Ensuite, on les teste, après on les contrôle. Et enfin, quand on pérennise, c'est quand on stabilise enfin le changement. Donc, ça rappelle un petit peu, hein, j'apporte ici, c'est pas exactement ça, mais ça rappelle parce que ça reste une boucle d'amélioration. Sauf que c'est ciblé au changement, c'est ciblé à la conduite du changement. Voilà, nous avons conclu notre webinaire. Est-ce que vous avez des questions? Il me semble que j'ai vu, il y a Sylvie Bernat qui a levé la main. Sylvie, est-ce que, par exemple, vous pouvez écrire votre question sur le chat ou bien sur le module de questions-réponses? Ça, tout le monde pourra partager justement de ce point. Je regarde s'il y a d'autres questions du coup qui arrivent. Donc, tac, tac, tac. Alors, pour l'instant, nous avions juste la question sur HomeMock. Ça veut dire que ça a été assez clair, hein, tout ce qu'on a expliqué, hein. J'espère. Hein. Non, mais j'espère. Mais en tout cas, restons un petit peu, voir si vous avez des questions. Sylvie, n'hésitez pas, si vous avez une question, justement, de bien nous écrire. Et d'accord, très bien. Et Sylvie, pas de souci. Hop. Donc, Sylvie nous dit effectivement que c'était accidentellement, mais aucun problème. Donc, pas forcément de questions. Alors, nous avons une question de Marc. Vous avez dit avoir identifié les risques dans le process du changement. Pouvez-vous dire 2 mots ou des exemples, par exemple? Alors, dans le process du changement, ce ne sera pas forcément dans le process de la conduite du changement à proprement parler. Les risques auront été identifiés dans le projet. On démarre le projet, on va identifier, dans tout type de projet, on se doit d'identifier les risques du projet. Et de gérer ces risques. Et l'idée dans la conduite du changement, c'est de pouvoir partager sur l'identification des risques qu'on aura définis dans le cadre du projet. Et c'est là où la phase de cadrage permet déjà de dégrossir les principaux risques, d'identifier les principaux risques du projet. Et après, on peut l'alimenter tout au long du projet. Mais la conduite du changement va s'alimenter
à partir de ces données qui sont collectées dans le cadre du projet. Et c'est à ce niveau-là, en fait, hein, on a identifié des risques sur le projet, on le partage. On le partage avec l'ensemble des parties prenantes parce que c'est important que chacun ait conscience que les risques ont été identifiés et qu'on met des actions ou en tout cas on envisage des plans d'action pour pouvoir gérer ces risques ou les minimiser un maximum. Voilà. Donc c'est pas la conduite, c'est pas le chantier conduite du changement qui va prendre en charge l'identification des risques. Voilà, c'est ce que je voulais préciser. Nous avons la question de Philippe. Il y a Marc qui remercie du coup. Philippe nous demande donc, avez-vous rencontré des freins particuliers dans les démarches qualité et comment les avez-vous levés? Je suppose que c'est plus en lien avec le changement, c'est ça? En mettant en place, par exemple, un projet qualité, comment gérer la résistance qu'on peut avoir à ce type de sujet. Je pense que c'est ça, Philippe, si vous pouvez juste nous confirmer. Mais en tout cas, les freins particuliers, si on parle de façon globale, par exemple, Ouais. Annabelle, quels sont les freins particuliers que dans tes projets, tu as déjà rencontrés, par exemple? Et moi, je dirais les miens, du coup. Des personnes qui sembleront être désintéressés, complètement détachés du projet, alors que ils seront les premiers concernés, mais qui se sentent un peu désintéressés parce que peut-être vexés, je sais pas, peut-être de pas avoir été impliqués plus tôt ou pas dans le projet. Et de fait, c'est vraiment des freins humains. Là, c'est une personne ou un groupe de personnes qui va être qui aura des difficultés à s'intégrer et à s'impliquer dans le projet. Donc ça se détecte assez rapidement lors des premiers ateliers, hein, quand on commence à travailler sur l'analyse de l'existant. On peut très vite l'identifier et on peut très vite comprendre aussi pourquoi finalement il y a cette réticence. Et là, en effet, c'est de essayer de répondre, soit de les impliquer autrement, peut-être les responsabiliser un peu plus dans le cadre de certains ateliers. Voilà, après, ça va dépendre de la réticence qu'on va pouvoir trouver, mais j'ai envie de dire que le premier frein que je vois, c'est celui-ci en fait. C'est la réticence et la résistance, comme on disait, de certaines personnes. Exactement. Alors moi, pour ma part, comme j'ai retrouvé plus le cas de mise en place d'un outil, par exemple, et si je prends aussi un peu la démarche qualité, moi, les freins, c'est aussi les freins humains. C'est pour ça que j'ai beaucoup insisté lors de cette présentation, parce que souvent, j'ai rencontré des cas où les personnes ne se voyaient pas utilisant l'outil, ne comprenaient pas pourquoi elles devaient l'utiliser, ne comprenaient pas le choix de l'organisation de le prendre ou de restructurer, ne voyaient pas comment son métier était impliqué. Donc, notamment quand on parle qualité, il y a souvent des métiers qui se disent bah, la qualité, très bien, mais ça, c'est pas pour moi, par exemple. Donc, c'est justement les freins humains, moi, ce que j'ai eu déjà dans mes projets. Et c'est comme dit Annabelle, c'est les freins que normalement, si on est attentif, si on a quelqu'un qui est responsable d'un projet de gestion du changement, parce qu'encore faut-il qu'il y ait une personne qui s'occupe de ça, parce que on va dire que c'est un projet dans un projet. Donc, vous avez un projet, par exemple, de mise en place d'un outil. La gestion du changement, c'est un projet dans le projet. Donc, en fait, encore faut-il qu'il y ait cette personne. Si elle est attentive, en effet, elle peut identifier dès la phase d'identification de la situation actuelle. Parce que cette phase, elle peut comprendre pas que l'analyse des processus, mais aussi les entretiens avec des gens. Parce que c'est justement l'humain. Donc, directement, elles vont nous dire, les personnes, mais en fait, ça, je m'en sers pas, je comprends pas pourquoi je dois l'utiliser. Moi, mon métier ne fait pas ça, donc pourquoi je l'utilise? Quels sont les gains pour moi et tout. Donc, tout de suite, si on est attentif, on peut retrouver ces freins. Si on n'était pas attentif, des fois, ça nous impacte un peu la mise en place du projet en question. Donc, vraiment, d'où l'importance d'avoir quelqu'un qui s'occupe vraiment du changement, qui est impliqué tout le long et qui
et à l'écoute, surtout, comme disait Annabelle dans une des slides. Il faut vraiment être à l'écoute des gens. J'en profite peut-être juste pour Pardon, oui, préciser. Annabelle. Ouais, excuse-moi, Amanda, j'en profite juste pour préciser. C'est vrai qu'on évoque là le mode projet. Donc, ça sous-entend qu'on a une équipe projet, on a un chantier conduite du changement. C'est quelque chose de bien structuré. J'ai envie de préciser que d'être structuré de cette manière-là n'est pas réservé aux grandes entreprises ou aux grandes PME. Une petite PME, et c'est là où, alors bon, je ne sais pas qui sont les personnes et de quel type, de quelle taille d'entreprise elles sont originaires, hein, les personnes qui regardent ce webinaire, mais j'ai juste envie de préciser que une petite PME peut aussi conduire le changement. Tout simplement, ce ne sera pas forcément une personne, ce sera pas le pilote de la conduite du changement ne sera pas interne à l'entreprise parce que voilà, tout naturellement, l'entreprise n'a pas les moyens d'avoir un poste à part entière pour ça. Mais il faut avoir conscience, il faut que le dirigeant de cette petite PME ait conscience que c'est important pour lui aussi, et d'autant plus parce que c'est un investissement, quel que soit le projet de changement, que ce soit le changement d'un outil ou même une réorganisation, le rachat d'une entreprise par exemple. On veut fusionner plusieurs deux équipes par exemple ou deux services. Il ne faut pas oublier qu'il y a des aides externes et ça, c'est très important pour ne pas se priver de cette compétence de la conduite du changement. Voilà, c'est juste la précision que je voulais apporter, que ce n'est pas réservé aux grandes entreprises. Tout à fait. Merci Annabelle. Nous avons encore deux questions, une plus technique pratique. C'est Amandine qui nous demande que, effectivement, elle croyait que le webinaire démarrait à 15h30. Je ne sais pas si d'autres personnes ont eu peut-être le même cas. Le replay, oui, il sera disponible. Donc, il n'y a pas de problème, Amandine. Vous pouvez après visionner tranquillement le démarrage, en tout cas jusqu'à la partie où vous avez loupé de la présentation. Il vous sera envoyé. Et l'autre question, donc plus en lien avec le sujet, c'est quelle place aux sponsors? C'est une bonne question, Ah, du coup. au sponsor du projet. Du projet, exact. Oui. Le sponsor reste sponsor, donc il reste dans l'instance de décision. Et il peut superviser le pilote de la conduite du changement. Après, tout dépend de la taille et la structure de l'organisation. Il peut, moi, j'ai jamais vu que le sponsor pilote la conduite du changement à proprement parler, soit aux manettes, entre guillemets. Mais il reste le maître à bord, j'ai envie de dire. C'est quand même lui le client, c'est lui qui a des besoins. Donc, les instances, généralement, dans le cadre d'un chantier de conduite du changement, les instances décisionnaires sont quasi identiques à celles du projet. Donc, on retrouve les mêmes personnes pour décider. Pour aussi arbitrer, pour impulser d'autres questions, d'autres idées. Enfin, pour moi, le sponsor, il reste à sa place de sponsor. Il est sponsor à la fois du projet et il supervise la partie conduite du changement. Moi, je vois aussi comme quelqu'un qui est le tout premier qui doit engager les équipes. Donc, celui qui passe le message fort sur le projet, comme sponsor de tout projet. Donc, pareil pour un changement, c'est lui qui apporte un peu la communication globale à tout le monde de pourquoi on anime le projet. Si c'est vraiment en mode projet, la conduite du changement, c'est lui qui prend un peu la parole, même si c'est pas lui qui mène, mais c'est lui qui prend un peu la parole lors de la réunion de lancement ou kick-off, comme ceux qui se connaissent un peu. Donc, il prend la parole pour justement montrer qu'en quelque sorte, il est engagé. Et c'est pas juste son nom écrit dans le sponsor du projet. Donc, c'est vraiment un des tout premiers qui doit montrer un peu l'exemple, montrer qu'il est là, présent, pour que les personnes soient engagées, pour que le projet soit une réussite. Ouais, et légitimer justement Et cette légitimer. conduite du changement. Complètement. Complètement. J'espère qu'on a pu répondre à Géraldine à cette question.
Merci Sylvie, merci beaucoup. Merci Géraldine, merci Fabienne. Merci à tous. Merci d'être venus.